Grant était en train de mettre à jour le livre de bord de la Reine des Étoiles quand il entendit la porte de la cabine s'ouvrir derrière lui. Il ne prit pas la peine de se retourner. À quoi bon, puisqu'il n'y avait qu'une seule autre personne à bord. Mais rien ne se produisit. McNeil ne dit pas un mot, ne s'avança pas dans la pièce. Sa curiosité éveillée, Grant fit pivoter son siège sur ses cardans. McNeil, debout sur le seuil, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Grant ne savait pas, sur le coup, combien ce cliché qui lui était venu à l'esprit en un éclair était proche de la vérité. En un sens, McNeil avait bel et bien vu un fantôme, le plus effrayant de tous les fantômes, le sien. « Qu'est-ce qui t'arrive » grogna Grant. « Tu es malade ou quoi » Le mécanicien secoua la tête. De petites gouttes de sueur luisaient sur son front, s'en détachaient et s'en allaient à travers la pièce en trajectoire parfaitement rectiligne. Grant voyait bouger les muscles de sa gorge, mais aucun son n'en sortait. On aurait dit qu'il allait se mettre à pleurer. « Nous sommes fichus » souffla-t-il enfin. « Plus d'oxygène. » Et il se mit en fait à pleurer. On aurait dit une poupée de son qui s'avachit lentement. Ne pouvant tomber, faute de pesanteur, il s'affaissa sur lui-même en l'air. Grant ne souffla mot. D'un brusque mouvement inconscient, il fourra sa cigarette dans le cendrier et l'écrasa brutalement jusqu'à ce que la moindre particule ait cessé de rougeoyer. Déjà, l'air autour de lui semblait s'épaissir, tandis que la plus ancienne terreur des voyages dans l'espace le prenait à la gorge. Il desserra lentement les sangles élastiques destinées à lui donner quelque illusion de pesanteur tant qu'il était assis. Et, avec une adresse devenue un réflexe, il se propulsa vers la sortie. McNeil ne fit pas mine de le suivre. Même en tenant compte du choc qu'il venait de subir, Grant jugea la conduite du mécanicien inexcusable. Il le frappa hargneusement au passage en lui criant « Arrête ça, hein !» La cale, vaste hémisphère traversé en son centre par une grosse colonne pour le passage des câbles et transmission vers l'autre moitié, distante de 100 mètres, du vaisseau spatial en forme d'altère, était remplie de caisses et de cartons dont l'arrangement tridimensionnel, sans guère de concession à la pesanteur, avait quelque chose de surréaliste. Mais même si cette cargaison avait soudain disparu, Grant s'en serait à peine aperçu. Il n'avait d'yeux que pour le gros réservoir d'oxygène, plus grand que lui, boulonné à la paroi près de la porte intérieure du sas. Rien n'avait changé depuis sa dernière visite. Les flancs de métal luisants de peinture aluminium étaient encore légèrement froids au toucher, seule indication sur ce qu'ils renfermaient. Toute la tuyauterie semblait en parfait état. Non, il n'y avait pas le moindre signe alarmant, à part un tout petit détail. L'aiguille de l'indicateur de niveau était pointée, accusateur, muet, vers le 0. Grant resta les yeux fixés sur ce symbole au-delà des mots, comme un Londonien du temps de la peste qui trouvait, en rentrant chez lui au soir, une croix fraîchement griffonnée sur sa porte. Puis il tapa sur le cadran une demi-douzaine de fois dans le vain espoir que l'aiguille fût coincée, sans pourtant douter un seul instant de la véracité de ce qu'elle indiquait. Être suffisamment fâcheuse est, pour une nouvelle, une obscure garantie d'authenticité. Seules les bonnes ont besoin d'être confirmées. Quand Grant regagna le poste de commande, McNeil s'était repris. Un coup d'œil suffisait pour comprendre son rapide rétablissement. La pharmacie était encore ouverte. Le mécanicien s'essaya même timidement à l'humour. Un vaisseau de cette taille doit, paraît-il, être atteint par une météorite une fois tous les 100 ans. Nous sommes passés avant notre tour. Nous avons resquillé de 95 ans. Et les systèmes d'alerte, et la pression de l'air, comment peut-elle être normale s'il y a un trou ? Il n'y en a pas, répondit McNeil. Tu sais que l'oxygène circule du côté nocturne dans des circuits de réfrigération afin de rester liquide. La météorite a dû les fracasser et le gaz liquéfié a bouilli et s'est évaporé. Grant garda le silence. Il réfléchissait. La situation était grave, terriblement grave, mais pas forcément mortelle. Après tout, plus des 3/4 du voyage étaient déjà accomplis. Mais avec le régénérateur, l'air va rester respirable, bien sûr, même s'il devient plutôt épais, lança-t-il plein d'espoir. McNeil secoua la tête. Je n'ai pas fait tous les calculs, mais je connais la réponse. Quand l'oxygène est libéré par la décomposition du gaz carbonique et recyclé, il y a une perte de 10% environ. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une réserve. Et les combinaisons, s'écria Grant avec animation, elles ont un réservoir. Il avait parlé sans réfléchir et se rendit compte tout de suite de son erreur. Son moral retomba plus bas encore. On ne peut y conserver de l'oxygène, il s'évaporerait en quelques jours. Il n'y a de gaz comprimé dedans que pour une demi-heure environ, juste le temps d'aller au réservoir principal en cas d'urgence. Il doit y avoir une solution, quitte à nous délester de marchandises pour forcer la vitesse. Cessons le jeu de vinette et calculons notre position exacte. Chez Grant,
La colère égalait la crainte. Il en voulait à McNeil d'avoir craqué. Il en voulait aux ingénieurs qui avaient conçu le vaisseau de n'avoir pas prévu cette éventualité qui avait une chance de se réaliser sur Dieu sait combien de millions. Le délai pouvait être d'une quinzaine de jours. Beaucoup de choses pouvaient se produire d'ici là. Cette idée l'aida à tenir pour le moment la peur à distance. Ils étaient en péril, sans aucun doute, mais c'était un de ces périls à longue échéance qui semblent particuliers à l'espace. On avait bien le temps de réfléchir. Trop, peut-être. Grant se sangla dans le fauteuil de pilotage et sortit un bloc-notes. « Voyons les faits, dit-il avec un calme forcé. Nous disposons de l'air qui circule encore à l'intérieur du vaisseau, et chaque fois qu'il est recyclé, nous perdons 10% de l'oxygène. Lance-moi le manuel, veux-tu? J'oublie toujours combien de mètres cubes nous consommons par jour. » En disant que la Reine des Étoiles risquait d'être heurtée par une météorite une fois par siècle, McNeil avait simplifié le problème de façon grossière mais inévitable. Car la réponse dépendait de tant de facteurs que 3 générations de mathématiciens avaient tout juste établi des règles si vagues que les compagnies d'assurance frémissaient d'appréhension quand les grandes pluies de météorites balayaient comme un orage de grêle l'orbite des planètes intérieures. Tout dépend bien sûr de ce qu'on entend par le terme météorite. Chaque morceau de mâche-fer cosmique qui atteint la surface de la Terre a 1 million de petits frères qui périssent sans laisser de traces dans cette zone frontière où l'atmosphère n'a pas encore pris fin et l'espace pas tout à fait commencé. Région fantasmagorique que hante parfois la nuit l'aurore boréale. Ces derniers, ce sont les familières étoiles filantes, dont la taille excède rarement celle d'une tête d'épingle, et dont le nombre est surpassé 1 million de fois à son tour par des particules trop petites pour produire le moindre signe visible de leur mort lorsqu'elles descendent du ciel. Mais tous, innombrables grains de poussière, rares rochers et même montagnes errantes que la Terre rencontre peut-être une fois en 1 million d'années, tous sont des météorites. En ce qui concerne le vol spatial, une météorite n'a d'importance que si, en traversant la coque d'un vaisseau, elle y fait un trou assez gros pour être dangereux. C'est une question de vitesse relative autant que de taille. On a mis au point des tables indiquant la fréquence approximative de collision pour différentes parties du système solaire et pour différentes tailles de météorites, jusqu'à celles dont la masse n'est que de quelques milligrammes. Celle qui avait atteint la Reine des Étoiles était une géante, près d'1 centimètre de diamètre et une bonne dizaine de grammes. Pour que se produise une collision avec un tel monstre, il fallait, selon les tables, attendre 10 puissance 9 jours, soit 3 millions d'années. La quasi-certitude qu'une telle chose ne se reproduirait plus de toute l'histoire de l'humanité n'apportait à Grant et McNeil que peu de consolation. Cependant, la situation aurait pu être pire. La Reine des Étoiles était lancée depuis 115 jours, et n'en avait plus que 30 avant l'arrivée. Sa trajectoire, comme celle de tous les cargos, était la longue ellipse tangente aux orbites de la Terre et de Vénus de part et d'autre du Soleil. Les vaisseaux de ligne rapide pouvaient couper de planète à planète, mettant 3 fois moins de temps et consommant 10 fois plus de carburant. Mais elle, comme un tramway, devait suivre patiemment la voie tracée d'avance, et il lui fallait dans les 145 jours pour chaque trajet. La Reine des Étoiles n'avait vraiment rien de commun avec l'image qu'on se faisait d'un vaisseau spatial au début du XXe siècle. Elle se composait de 2 sphères, de 50 et de 20 mètres de diamètre respectivement, reliées par un cylindre d'environ 100 mètres de long. On aurait dit une représentation de l'atome d'hydrogène en pâte à modeler et allumettes. Équipage, cargaison et commande étaient dans la grosse sphère. La petite contenait les moteurs atomiques et, pour tout être vivant, entrée interdite était un euphémisme. La Reine des Étoiles avait été assemblée dans l'espace et était incapable de quitter la surface d'une planète, ou même de la Lune. À pleine puissance, sa propulsion ionique pouvait produire une accélération d'un 20e de g, qui, en 1 heure, lui donnait toute la vélocité dont elle avait besoin pour devenir satellite de Vénus et non plus de la Terre. Transporter les marchandises entre la surface planétaire et le vaisseau en orbite, c'était la tâche des fusées à propulsion chimique, petites et puissantes. Dans 1 mois, elle s'élancerait de Vénus à la rencontre de la Reine des Étoiles, mais celle-ci ne s'arrêterait pas, car il n'y aurait personne aux commandes. Elle poursuivrait aveuglément sa trajectoire, doublant Vénus à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde, et 5 mois plus tard, elle serait de retour dans l'orbite de la Terre, qui ne serait pas au rendez-vous. C'est curieux, comme il faut longtemps pour faire une simple addition quand votre vie dépend de la réponse. Grant parcourut la courte colonne de chiffres une demi-douzaine de fois avant d'abandonner définitivement l'espoir que le total changerait. Puis, il resta là, à griffonner nerveusement sur le plastique blanc de la console de pilotage. En faisant toutes les économies possibles, dit-il,
Nous en avons pour 20 jours, c'est-à-dire que nous serons encore à 10 jours de Vénus quand sa voix mourut. 10 jours. Ça n'a l'air de rien, mais ce serait pareil si c'était 10 ans. Grant songea avec une amère ironie aux auteurs de romans d'aventure à 4 sous qui avaient utilisé cette même situation dans leurs livres ou leurs feuilletons radio. Dans de telles circonstances, selon ces experts du papier carbone, peu d'entre eux étaient jamais allés au-delà de la Lune, 3 choses pouvaient se produire. La bonne solution, qui était presque devenue un lieu commun, était de transformer la fusée en super-serre ou ferme hydroponique et de laisser la photosynthèse faire le reste. Ou encore, on pouvait accomplir des prouesses techniques en chimie ou en physique nucléaire, expliquer à grand renfort de détails techniques parfaitement ennuyeux, et construire une installation de production d'oxygène qui non seulement vous sauverait la vie, ainsi bien sûr qu'à l'héroïne, mais ferait aussi de vous l'heureux possesseur de brevets d'une valeur fabuleuse. La troisième solution, du genre Deus ex machina, était l'arrivée à point nommé d'un vaisseau spatial dont la trajectoire et la vitesse, par un heureux hasard, correspondraient exactement aux vôtres. Mais ça, c'était de la fiction. Les choses étaient bien différentes dans la réalité. La première idée était parfaitement sensée sur le plan théorique, mais il n'y avait pas même un sachet de graines de gazon à bord de la Reine des Étoiles. Quant aux créations techniques géniales, 2 hommes, pour brillants qu'ils fussent et pour désespérés que fût leur situation, n'avaient guère de chance de faire mieux en quelques jours que des dizaines de grands instituts de recherche industriels au travail depuis un bon siècle. Le vaisseau spatial qui passait par là était exclu presque par définition. Même s'il y avait eu d'autres cargos sur ce même itinéraire elliptique, et Grant savait bien que non, alors, par les lois mêmes qui régissaient leur mouvement, ils conserveraient toujours entre eux la même distance qu'au départ. Il n'était pas absolument exclu qu'un vaisseau de ligne passât à quelques centaines de milliers de kilomètres d'eux, lancé sur son orbite hyperbolique à une telle vitesse qu'il serait alors aussi inaccessible que Pluton. « Et si nous larguions la cargaison » dit enfin McNeil. « Aurions-nous une chance de changer d'orbite » Grant secoua la tête. « C'est ce que j'espérais, » répondit-il, « mais ça ne marcherait pas. Nous pourrions atteindre Vénus en 1 semaine si nous voulions, mais nous n'aurions plus de combustible pour freiner et la planète n'aurait aucun moyen de nous attraper au passage. » Pas même un vaisseau de ligne ? Selon le registre Lloyd, Vénus n'a en ce moment que 2 ou 3 cargos. De toute façon, ce serait une manœuvre pratiquement impossible. Même si le vaisseau de secours arrivait à apparier sa vitesse à la nôtre, comment accomplirait-il le retour ? Il lui faudrait une vitesse d'une 50aine de kilomètres par seconde pour faire tout ça. Si nous sommes incapables de trouver une solution, dit McNeil, peut-être y a-t-il sur Vénus quelqu'un qui en est capable. Nous devrions entrer en communication. C'est ce que je vais faire, répondit Grant, dès que j'aurai décidé quoi dire. Va mettre au point l'orientation de l'émetteur, veux-tu ? Grant suivit des yeux le mécanicien qui sortait en planant. McNeil allait probablement poser des problèmes dans les jours à venir. Jusqu'à présent, ils s'étaient assez bien entendus. McNeil était un de ces bons gros, faciles à vivre et pas bilieux. Mais Grant s'apercevait maintenant qu'il manquait de trempe. Il s'était amolli, au physique comme au moral, à force de vivre dans l'espace. L'émetteur fit entendre un signal. Le miroir parabolique fixé à l'extérieur de la coque était braqué sur la brillante lampe à arc de Vénus, qui n'était qu'à 10 millions de kilomètres et suivait une trajectoire presque parallèle à celle du vaisseau. Il ne faudrait guère plus de 30 secondes aux ondes de 3 mm émises par l'appareil pour parcourir cette distance. Il était amer de penser qu'on n'était qu'à une demi-minute du salut. De Vénus parvint un impersonnel « On vous écoute », le veilleur automatique. Et Grant se mit à parler régulièrement et, espérait-il, calmement. Il fit une analyse précise de la situation et conclut en demandant conseil. Ses craintes au sujet de McNeil restèrent inexprimées, ne serait-ce que parce que son message, pour être transmis, allait passer par le mécanicien. Personne sur Vénus n'en connaîtrait tout de suite la teneur, même une fois écoulée la demi-minute de décalage. Il resterait enfermé dans les bobines d'enregistrement jusqu'à ce que, dans quelques minutes, un officier des transmissions vienne les repasser, sans se douter de la bombe qui allait éclater. Puis, comme les ondes qui s'élargissent en cercle sur une eau calme, la nouvelle toucherait tous les mondes habités, par la télévision et la presse. Une catastrophe spatiale a une intensité dramatique qui relègue toute autre information loin des manchettes. Jusqu'alors, Grant avait été si préoccupé par sa propre sécurité qu'il n'avait guère songé à la cargaison dont il avait la charge. Une telle attitude aurait pu choquer un capitaine de la marine marchande d'autrefois, dont le premier souci était son navire. Mais Grant avait la raison pour lui. La Reine des Étoiles ne pouvait pas sombrer, s'échouer sur des récifs ignorés, ni se perdre sans bruit comme tant de navires dont la disparition est restée à jamais mystère.
Livrée à elle-même, elle continuerait à parcourir son orbite avec tant de précision que les hommes pourraient régler leur calendrier sur elle pendant des siècles encore. La cargaison, Grant s'en avisa soudain, était assurée pour plus de 20 millions de dollars. Il y avait peu de marchandises assez précieuses pour être transportées d'un monde à un autre, et la plupart des caisses entreposées dans la cale valaient plus de leur poids, ou plutôt de leur masse, en or. Certains articles pourraient s'avérer utiles dans cette situation critique. Grant alla chercher le connaissement dans le coffre. Il était en train de trier les feuilles minces et résistantes lorsque McNeil revint dans la cabine et dit « J'ai réduit la pression de l'air à cause de quelques petites fuites dans la coque qui auraient été négligeables en temps normal. » Grant hocha distraitement la tête et passa une liasse à McNeil. « Voici notre commencement. Je propose qu'on l'examine tous les deux pour voir s'il n'y aurait pas dans la cargaison quelque chose qui pourrait nous servir. » Ça aurait au moins l'avantage de leur occuper l'esprit, mais il s'abstint de le dire. En parcourant les longues colonnes d'articles numérotés, échantillonnage complet du commerce interplanétaire, Grant se prit à se demander quelle réalité recouvraient ces symboles abstraits. Numéro 347. Livre 1. 4 kilos brut. Il poussa un sifflement en s'apercevant que c'était un article marqué d'un astérix, assuré pour 100 000 $. Il se rappela soudain avoir entendu à la radio que le musée Hespérien venait d'acheter un exemplaire de la première édition des 7 piliers de la sagesse. Quelques feuilles plus loin, contraste parfait. Livre divers, 25 kilos, sans valeur intrinsèque. Cela avait coûté une petite fortune d'expédier ces livres sur Vénus, et pourtant ils n'avaient aucune valeur intrinsèque. L'imagination de Grant s'empara de ce problème. Peut-être, quittant la Terre pour toujours, quelqu'un avait-il voulu avoir avec lui dans sa nouvelle patrie ses trésors les plus précieux, la dizaine de volumes qui avaient le plus contribué à façonner son esprit. Numéro 564. Film 12. Bobine. Ça, bien sûr, c'était la superproduction sur l'époque de Néron, pendant que Rome brûle, qui avait fait faire un bond en arrière à la censure sur Terre et que sur Vénus, on attendait avec impatience. Fourniture médicale, 50 kilos. Coffret de cigares, 1 kilo. Instruments de précision, 75 kilos. Et ainsi de suite. Chaque article de la liste était quelque chose de rare, ou quelque chose que l'industrie et la science d'une jeune société ne pouvaient encore produire. Il y avait nettement 2 catégories de marchandises, luxe criant et nécessité vitale, pratiquement rien entre les deux. Et rien, absolument rien, qui pût donner à Grant le moindre espoir. Il voyait mal comment il aurait pu en être autrement, mais n'en ressentait pas moins une déception tout à fait déraisonnable. Lorsque la réponse de Vénus arriva enfin, elle représentait près d'1 heure d'enregistrement. C'était un questionnaire si détaillé que Grant, morose, se demanda s'il lui restait assez de temps à vivre pour y répondre. C'étaient surtout des questions techniques, concernant le vaisseau. Les experts de 2 planètes unissaient leurs capacités intellectuelles pour sauver la Reine des Étoiles et sa cargaison. « Eh bien, qu'en penses-tu » demanda Grant à McNeil quand ce dernier fut arrivé au bout du message. Il guettait chez le mécanicien tout nouveau signe de tension. McNeil eut un long silence avant de répondre. Puis il haussa les épaules et ses premières paroles firent écho aux pensées de Grant lui-même. « Ça va à coup sûr nous donner du travail. Je ne pourrais pas faire tous ces essais en un jour. Je vois bien où ils veulent en venir la plupart du temps, mais certaines des questions sont absolument dingues. » Grant se l'était dit aussi, mais il laissa l'autre continuer sans souffler mot. « Taux de fuite de la coque. Question sensée, mais à quoi peut-il servir à quiconque de connaître l'efficacité de nos écrans anti-radiation ? Je crois qu'on essaie de nous remonter le moral en feignant d'avoir des idées lumineuses, à moins qu'on cherche à nous occuper pour nous empêcher de nous inquiéter. » Grant était à la fois soulagé et irrité par le calme de McNeil. Soulagé parce qu'il avait craint une autre scène, et irrité parce que McNeil était loin d'entrer avec toute la précision attendue dans le cadre psychologique qu'il avait préparé pour lui. Son premier moment de faiblesse était-il typique de son caractère ? Ou bien est-ce que cela aurait pu arriver à n'importe qui ? Grant voyait le monde en noir et blanc. McNeil était-il lâche ou courageux ? Il ne pouvait en décider et ça le rendait furieux. Qu'il pût être l'un et l'autre, ça ne lui venait même pas à l'esprit. Frappés maintenant d'un arrêt de mort, ils ne s'écartèrent pas pour autant de leur routine. Chaque jour, Grant remplissait soigneusement le livre de bord, faisait le point et accomplissait ses diverses tâches quotidiennes. McNeil aussi se conduisait normalement, pour autant qu'on pût en juger, encore que Grant le soupçonna de traiter l'entretien technique un peu par-dessus la jambe. Il y avait maintenant 3 jours que la météorite avait frappé, et 24 heures que la Terre et Vénus conféraient. Grant se demandait quand il connaîtrait le résultat final de leur délibération. Il ne croyait pas pouvoir être sauvé maintenant,
même par les cerveaux les plus éminents du système solaire sur le plan technique. Mais l'espoir avait la vie dure. Tout semblait encore si normal. L'air était encore si pur. Le 4e jour, nouveau message de Vénus. Dépouillé de ces termes techniques, c'était une oraison funèbre, ni plus, ni moins. Grant et McNeil étaient passés aux profits et pertes. Mais on leur donnait des instructions détaillées quant à la sécurité de la cargaison. Sur Terre, les astronomes calculaient toutes les orbites qui pourraient permettre un contact avec la Reine des Étoiles dans les quelques années à venir. Peut-être même pourrait-on l'atteindre depuis la Terre dans les 6 ou 7 mois. Mais cette manœuvre ne pourrait être accomplie que par un vaisseau de ligne rapide, à vide, et coûterait une fortune en carburant. McNeil disparut peu après la réception du message. D'abord, Grant fut un peu soulagé. Si le mécanicien préférait être livré à lui-même, c'était son affaire. De plus, Grant avait à écrire des lettres. Testament et dernière volonté pouvaient attendre. C'était au tour de McNeil de préparer le repas du soir, tâche qui était loin de lui déplaire, car il prenait grand intérêt à son ventre. Mais les bruits de cuisine se faisaient attendre. Grant partit à la recherche de son équipage. Il trouva McNeil étendu sur sa couchette, tout à fait en paix avec l'univers. Une grande caisse de métal flottait non loin de lui. Elle avait été forcée, sans ménagement, et Grant n'avait pas besoin d'y regarder de près pour deviner son contenu. Un coup d'œil à McNeil suffisait. « C'est foutrement dommage, » dit le mécanicien sans la moindre vergogne, « de boire un truc comme ça avec un tuyau. Tu ne pourrais pas remettre un peu de jet pour qu'on puisse le boire comme il faut ?» Grant fixa sur lui des yeux pleins de colère et de mépris. Mais McNeil lui rendit son regard sans perdre contenance. « Allez, ne fais pas ton rabat-joie, prends-en aussi. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ?» Et il propulsa une bouteille vers Grant, qui l'intercepta adroitement au passage. C'était un vin d'une valeur fabuleuse. Il se rappelait le bulletin d'expédition. Et rien que cette caisse devait valoir une fortune. « Je ne vois pas la nécessité de se conduire comme un porc, même dans de telles circonstances, » dit Grant d'un ton sévère. McNeil n'était pas encore saoul. Il n'avait atteint que la radieuse antichambre de l'ivresse et n'avait pas perdu tout contact avec la terne réalité. « Je suis disposé, dit-il, très solennel, à entendre tout argument valable contre la ligne de conduite que j'ai adoptée, laquelle me semble éminemment sensée. Mais tu as intérêt à me convaincre vite, avant que je sois imperméable à la raison. » Et, pressant l'ampoule de plastique, il fit gicler dans sa bouche un jet de liquide rouge sombre. « Outre que tu voles des biens appartenant à la compagnie et destinés sans nul doute à être récupérés un jour, tu ne peux pas rester ivre plusieurs semaines. »« Ça, dit McNeil, ça reste à voir. »« Ça m'étonnerait, répliqua Grant. Prenant appui contre la cloison, il poussa brutalement la caisse qui fila par la porte ouverte. Plongeant à sa suite et claquant la porte, il entendit McNeil crier « Ça alors ? Quel tour de cochon !» Il faudrait quelque temps au mécanicien, surtout dans l'état où il se trouvait, pour se défaire de ses sangles et le suivre. Grant dirigea la caisse jusqu'à la cale, dont il ferma la porte à clé, ce qui était inutile en temps normal dans l'espace. McNeil n'en avait donc pas de double, et Grant pouvait cacher celle qui se trouvait dans le poste de commande. Lorsque Grant repassa devant sa cabine, McNeil chantait. Il avait encore 2 ou 3 bouteilles pour lui tenir compagnie, et il beuglait. « Qu'importe où s'en va l'oxygène, pourvu qu'il n'aille pas dans mon vin. » Grant, dont la culture était strictement technique, ne sut d'où venait la citation. S'arrêtant pour écouter, il se sentit soudain envahi par une émotion à laquelle, rendons-lui cette justice, il ne put pas tout de suite donner un nom. Cela passa aussi vite que c'était venu, le laissant écœuré et frissonnant. Pour la première fois, il se rendit compte que son inimitié pour McNeil devenait peu à peu de la haine. C'est une règle fondamentale, basée sur de solides raisons psychologiques, que pour tout voyage spatial prolongé, l'équipage doit être de 3 hommes. Mais les règles sont faites pour être contournées, et les armateurs de la Reine des Étoiles avaient obtenu des autorités de surveillance de la navigation spatiale et des compagnies d'assurance l'autorisation en bonne et due forme que le cargo parte pour Vénus sans son commandant attitré, tombé malade au dernier moment. Il n'y avait personne pour le remplacer, et comme les planètes ne sont pas à la disposition des hommes, si le voyage n'avait pas lieu à temps, il n'aurait pas lieu du tout. Des millions de dollars étaient en jeu. Le vaisseau partit. Grant et McNeil étaient tous deux hautement compétents. Malgré de profondes différences de caractère, ils s'entendaient assez bien dans des circonstances normales. Ce n'était la faute de personne si les circonstances étaient maintenant loin d'être normales. 3 jours sans nourriture suffisent, dit-on, à supprimer la plupart des différences subtiles entre un civilisé et un sauvage. Grant et McNeil ne souffraient pas encore physiquement, mais leur imagination n'avait été que trop active.
car il y avait un aspect de la situation, le plus important de tous, dont il n'avait jamais été fait mention. Une fois vérifiés et revérifiés les chiffres que Grant avait finalement écrits sur son bloc-notes, les calculs n'étaient pas encore tout à fait complets. Chacun des deux hommes avait immédiatement fait le dernier pas. Ils étaient arrivés simultanément au même résultat inexprimé. C'était terriblement simple, parodie macabre de ces problèmes d'arithmétique élémentaire qui commencent par « Si 6 hommes mettent 2 jours à monter 5 hélicoptères, combien de temps ?» Vénus était à 30 jours de distance, et il y avait de l'oxygène pour 20 jours pour 2 hommes. Il ne fallait pas être un calculateur prodige pour voir tout de suite qu'un homme, un seul homme, pouvait encore vivre assez longtemps pour fouler les chaussées métalliques de Port Hesperus. Il y avait une date limite reconnue dans 20 jours, mais une autre que personne ne mentionnait, dans 10 jours seulement. Et c'est à partir de là qu'il ne resterait d'air pour la fin du voyage que pour un seul homme. Situation passionnante pour un observateur suffisamment détaché. De toute évidence, la conspiration du silence ne pouvait durer beaucoup plus longtemps. Mais il n'est pas facile à 2 personnes, même dans le meilleur des cas, de décider à l'amiable laquelle va se suicider. Et c'est encore plus difficile quand elles ne se parlent plus. Grant tenait à être parfaitement équitable. La seule chose à faire était donc d'attendre que McNeil soit dégrisé pour lui poser la question franchement. C'est à sa console que Grant était le mieux pour réfléchir. Il se rendit au poste de commande et se sangla dans le fauteuil de pilotage. Il resta quelque temps plongé dans ses pensées, les yeux perdus dans le vague. Mieux vaudrait, décida-t-il, aborder la question par correspondance, surtout dans l'état actuel des relations diplomatiques. Il attacha une feuille de papier au bloc et se mit à y écrire. « Cher McNeil ». Il l'arracha et recommença. « McNeil ». Il lui fallut près de 3 heures pour rédiger la lettre. Et encore, il n'était pas pleinement satisfait. Il y a des choses bigrement difficiles à mettre noir sur blanc. Quand il en fut enfin venu à bout, il cacheta le pli et le mit sous clé dans son coffre. Cela attendrait bien un jour ou deux.